Tout de suite, pour vous trois, et je commencerai par Madame Rigal, est-ce que le pire est devant nous en termes de retard d'avion? Alors, je n'ai pas ma boule de cristal. Compte tenu de la croissance du transport aérien, de tout ce que l'on entend, de tout ce que l'on lit. Je vais vous répondre différemment. C'est vrai que si on regarde vers le passé, on a eu une année 2018 pour Air France qui a été compliquée. Il y a eu des causes internes et puis on a eu également le sujet du contrôle aérien avec 1 million de minutes de retard en 2018. Donc effectivement, c'était énorme. Et je ne sais pas ce que sera l'été. Je vais simplement vous dire que pour nos clients, et c'est pour nos clients, à nos clients que nous pensons, il n'est pas possible que ce soit pire. Donc nous, on met tous nos efforts, tous nos investissements pour que l'été 2019 se passe bien. Donc ça ne sera pas pire. Thomas Reinhardt. Oui, même question. Même question. Merci d'abord à la tribune pour m'avoir invité, mais je préfère, si vous me permettez, continuer en anglais. Will it get worse? I'm afraid it's not going to get any better if you look at the numbers. So last year we had more than double the amount of delays compared to 2017. Anne just talked about 1 million minutes. Europe-wide, we're talking about almost 20 million minutes. That's about 40 days, 40 years of delays. We have growth in Europe of between 3 and 4% of traffic, which is good. The problem is the system in Europe, the ANSP system, the ATM system, has not properly followed the evolution of the growth of traffic. So at best, some say we will see the same amount of delays we have seen last year. So touch wood, I don't see wood very close here, but touch wood, at best the same delays. But let's hope for the best this summer. Monsieur Georges. Oui, est-ce que ça peut être pire, hein? La question, c'est d'abord à très court terme, c'est-à-dire pour cet été, ceux qui vont prendre l'avion dans les mois Je ne parlais pas de l'été, je veux dire compte tenu de la croissance du trafic aérien. Mais c'est important déjà cet été, comment ça va se passer. Je pense que les gens ont vraiment besoin de savoir assez rapidement comment ça va se passer cet été. Non, j'insiste là-dessus parce que l'année 2018 a été très dure en Europe, hein, pas seulement en France. Alors, on parle de millions de minutes. Il y a un autre indicateur qui est un peu techno, qui parle plutôt en minutes par vol. Ça ne veut pas dire grand-chose pour un passager, mais c'est l'indicateur qu'on mesure. On considère que le système en Europe, il marche bien à 30 secondes par vol. 30 secondes par vol, ça veut dire que le système n'est pas fait pour travailler à 0 délai, mais à 30 secondes par vol, ça serait correct. Et l'année dernière, en 2018, on était à presque 2 minutes par vol. Donc c'est-à-dire 4 fois moins bien que ce qu'on considère comme normal. Donc ça a inquiété tout le monde, d'abord nos passagers, les compagnies aériennes, et puis nous-mêmes sur notre capacité à répondre à ça. Et quand je dis nous, c'est le contrôle aérien français, mais c'est aussi le contrôle aérien partout en Europe, l'Allemagne, et Eurocontrol, qui est notre organisme. Sur cette base-là, il y a eu 2 grandes actions qui ont été prises. Une plutôt à court terme et pilotée par Eurocontrol, c'est comment essayer de préparer cet été 2019 pour que ça soit, j'allais dire, moins pire que 2018. Parce que les prévisions à la fin de l'hiver, c'était si on ne faisait rien, on ne serait pas à 2 minutes par vol, on serait à 4 minutes par vol. C'est-à-dire encore 2 fois pire que l'année dernière. Donc là, il a fallu faire des choses. Il y a des choix qui ont été faits. Et les choix qui ont été faits, c'est en particulier de faire des reroutings stratégiques au niveau de l'Europe d'un certain nombre de vols. Ça paraît surprenant, on parle beaucoup de nos jours de free route, de disponibilité, et en fait, en Europe, on est obligé de contraindre les vols sur des trajectoires pas optimales pour gérer ça. Avec ça, l'objectif, c'était d'être à peu près au même niveau que l'année dernière, ce qui n'était pas très enthousiasmant, et j'ai l'impression qu'on est vraiment qu'au début de l'été, que ça se passe pas si mal. Ça se passe pas si mal pour l'instant, parce qu'en fait, on a quand même anticipé, et même sans faire des solutions miracles, on a anticipé au niveau européen, les compagnies aériennes ont adapté leurs vols. Les compagnies aériennes ont fait énormément d'efforts pour travailler sur leur résilience. On parle beaucoup des compagnies low cost en disant qu'elles font des économies sur les avions, sur les pilotes. Toutes les compagnies, même celles qui étaient plutôt du genre à faire des économies comme Ryanair et d'autres, ont doublé leur parc de vol d'avions de réserve, ont doublé leur équipage de réserve, ont investi sur leur système. Tout le monde s'est mis, et
Jusqu'à présent, le système ne se passe pas si mal pour cet été. Mais ça, c'est trop court terme. À moyen terme, on sait que ça sera encore difficile pour les 3 à 4 années qui viennent. On ne sait pas exactement ce que sera la demande de trafic dans un an ou deux, 3 à 4, parce qu'on a effectivement, il y a beaucoup d'incertitudes politiques et on en parle beaucoup aujourd'hui. Est-ce que les gens vont continuer à prendre l'avion? Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens sont très honteux de prendre l'avion, mais ils continuent à le prendre. Est-ce qu'il y aura vraiment un impact à très court terme? Ça reste à voir. Et en tous les cas, même si la croissance se stabilisait, on a besoin de récupérer de la capacité pour avoir un niveau de service acceptable. Parce qu'actuellement, c'est trop difficile pour les passagers, c'est difficile pour les compagnies aériennes qui n'arrivent pas à bien optimiser leur flotte. Et il faut qu'on arrive à un niveau normal de capacité. Et pour faire ça, il y a deux choses. Alors pour ce qui me concerne, c'est le contrôle aérien. Même si le contrôle aérien, il n'y a pas que cet élément-là. La vie d'un aéroport, la vie d'une compagnie aérienne, c'est énormément d'imbrication et malheureusement énormément de sources possibles de retard. Mais pour le contrôle aérien, c'est une activité humaine de grandes compétences, des contrôleurs aériens, mais pas seulement des ingénieurs aussi, et beaucoup de technologie. On a actuellement, en France, mais en Europe, une situation de sous-effectif en matière de contrôleurs aériens qui n'est pas acceptable. Alors, il y a eu une décroissance du nombre d'effets contrôleurs en Europe depuis une dizaine d'années. En gros, il manque au moins 10% de contrôleurs en Europe. 10% de contrôleurs en Europe qui manquent, c'est pas assez. Donc tous les contrôleurs, tous les prestataires de contrôle aérien actuellement recrutent, mais il faut le temps pour ça. La technologie, elle est là, elle continue à avancer. Elle apportera plein de choses, mais à très court terme, le besoin, c'est quand même recruter des contrôleurs aériens et les former le plus vite possible. Les 10% que vous évoquiez, c'est au niveau européen ou c'est pour la France? France et Europe. France et Europe. Vous avez un commentaire sur... Well, it's actually very good that, when Maurice and I just met 10 minutes ago, it's the 4th or the 5th time we're on these panels. And we know each other very well. We work very closely. So I'm also glad that Maurice also mentioned that the airlines have done a lot to help to mitigate the impact. It's true that most of our members, I know of probably not all members, have really increased the number of staff in the operations center in order to help to deal with these delays. I am much more optimistic today than I was, say, 6 months ago, because we have seen in Europe, I'm not talking about France specifically, but in Europe, but also France, an increasing willingness of ANSPs, some ANSPs, to more collaborate with airlines. What does this mean? To have also the mindset of a customer relationship. What I always found shocking, and you see it a little bit with the airports as well, but with ANSPs, you have to understand most ANSPs are government institutions. So these people work for the government, most of them. And the mindset is totally different than from the airlines. We are a completely liberalized sector within the aviation cycle. We have a different mindset. We have a commercial mindset. And you may like it or not, but air traffic controllers don't necessarily have the same mindset. But I see a positive movement with some ANSPs, and I know Maurice is also trying to work closely with his German and the Spanish colleagues for a more collaborative approach. I think we need to move and there's a lot of discussions in Brussels on this for a while, together with Eurocontrol, the network manager. Maurice knows this very well. The move to go from not only do something about the staffing issues, which is a real big problem, because last year's doubling of delays in ATM, 60% of those delays were actually due to staffing issues, lack of staffing. But we also have to do something about the architecture, the structure of the airspace management in Europe. Today, we still have the mindset of doing air traffic control like in the 60s, in a way. We still work with radar. We still look at air traffic not as a continuous flow of traffic cross-border, but from country to country. And so I'm relatively optimistic, because I see also with the European Airspace Architecture Study and the recommendations that the Wise Persons Group report is bringing, is that there is a change of attitude finally, I think after all these years among some ANSPs, and I think it's important that
a country like France, and in CASU, Maurice is playing a very important role, and in this as well, is trying to take the lead and show more best practices to the other colleague ANSPs. I'm also particularly thinking of Germany, the DFS, but also Spain, Italy. We have some problems in the Benelux area as well. So I think I'm encouraged again by Maurice's words. Short term this summer, so obviously very important people like Madame Rigal will of course look at the short term as well. We will need to see. So far at least the number of ATC strikes has been limited, so that helps. The weather is something we do not control, so we have to see. That's an important factor as well. So really the proof is then in the pudding. Is a reshuffling of staff, is this really going to make a difference? Basically better management short term. Mid to long term, I think we have the right measures in place, we need to implement them. So I'm looking forward to improvement. Avant de passer au cas spécifique d'Air France, juste une précision pour Monsieur Georges. La France est 40 à 50% du trafic en route européen. C'est pour avoir une idée de... La France, c'est 20% du trafic européen. Pardon ? C'est 20% du trafic européen. Et effectivement, l'année dernière, et en grande partie aussi parce qu'on avait eu des mouvements sociaux assez difficiles dans un de nos centres de contrôle aérien du Sud-Est, on était allé à 30% des retards en Europe. Mais là, cette année, on fait toujours 20% du trafic et je pense qu'on doit faire d'ailleurs moins de 20% des retards. On doit être à 15% des retards. Donc, non, la situation est en Europe. Je me rends compte que j'étais un peu rapide tout à l'heure. J'ai dit qu'on avait, en France comme en Europe, on avait diminué de 10% le nombre de contrôleurs en une dizaine d'années. Après, j'ai dû dire qu'il manquait donc 10% de contrôleurs. Donc ça, c'est faux. Il y a eu beaucoup de productivité qui a été faite, et heureusement. Donc je ne pense pas qu'il faille revenir nécessairement au même nombre de contrôleurs qu'on avait il y a 10 ans, parce qu'il y a quand même eu des gains de productivité. D'abord parce que les contrôleurs aériens se sont réorganisés et donc sont plus productifs, parce que les systèmes nouveaux d'aujourd'hui et de demain permettent d'être plus productifs. Mais c'est sûr que je pense qu'on allait un peu loin en termes de réduction d'effectifs et qu'il faut qu'on ait une régulation économique qui soit plus stable et qui soit plus résiliente. Faire des économies sur le contrôle aérien, c'est bien, mais quand on en fait juste un petit peu trop, l'effet de levier est énorme sur l'ensemble du secteur, et des fois on le regrette. Madame Rigal, vous avez un outil extraordinaire qui est le hub de Roissy, 50% du trafic en connexion, mais 50% du trafic en connexion, ça veut dire aussi 50% de possibilités de retard, parce que vos passagers arrivent, pour les vols long courriers, arrivent de la plupart des pays d'Europe. Donc, c'est pas facile à gérer. Non, alors effectivement, je pense que la ponctualité est d'autant plus importante quand vous avez un business model de hub, puisque le hub, c'est une mécanique de précision, donc toute minute de retard, c'est autant de clients qui courent et qui réussissent ou pas leur correspondance. Puis en général, quand les clients courent, les bagages courent moins. Et donc, on a toute la problématique des bagages derrière. Mais je voudrais quand même revenir à la base. Que le client soit en correspondance ou qu'il soit local, puisque vous l'avez dit, on a la moitié de nos clients en correspondance, la moitié locaux. La ponctualité, c'est une énorme part de la satisfaction client. Quand on regarde quels sont les critères de satisfaction client, tout vol confondu d'Air France, 23%, c'est de la ponctualité. Donc nous, on va mesurer la satisfaction client avec le Net Promoter Score. Donc on a deux boussoles. Au-delà de la sécurité des vols qui est une attente implicite, on a deux boussoles à Air France. L'ensemble des collaborateurs d'Air France, ils regardent deux choses. Ils regardent la D0, la ponctualité absolue des vols, et puis ils regardent le Net Promoter Score, le NPS, qui est voilà, le standard de l'industrie, et pas seulement aérienne, en termes de satisfaction client. Et ce que nous voyons, c'est qu'un point de ponctualité, donc 1% de vol en plus ou en moins à l'heure, ça génère énormément d'impact sur la satisfaction client et du coup, on le chiffre en réachat client à un peu moins de 10 millions d'euros. Donc vous imaginez, vous variez de 5% de ponctualité, tout de suite vous prenez près de 50 millions d'euros. Et ça, c'est juste l'impact sur le fait que le client va revenir ou pas chez vous. Vous rajoutez à ça les coûts de compensation directs, parce que quand vous avez des retards, vos clients vont demander des compensations, il y a des correspondances ratées, des bagages ratés. Rien que le retard, c'est 55 millions d'euros de coûts de compensation directs l'an dernier pour Air France. Donc vous voyez,
Je dirais qu'on a fait, après cette année 2018 compliquée, on a toujours eu des plans de progrès sur la ponctualité, mais il y a vraiment eu une prise de conscience absolue sur le fait que notre priorité, encore une fois, au-delà de l'attente implicite de la sécurité des vols, c'était vraiment la performance opérationnelle. On s'est beaucoup inspiré de la démarche de Delta Airlines, qui est un modèle dans l'industrie en termes de performance opérationnelle, qui en a fait un motto depuis des années, et que les clients, je dirais, les clients font référence, les clients américains font référence à Delta parce que c'est une compagnie qui est fiable, en qui on peut avoir confiance, qui est à l'heure. On a regardé dans tous nos corps de métier comment on pouvait améliorer cette performance opérationnelle. On a énormément investi, on est parti à la base en reconstruisant notre programme de vol pour qu'il soit plus robuste aux aléas. Donc par exemple, quand on construit nos horaires, on prend des temps de vol aujourd'hui qui permettent de couvrir dans 80% des cas les aléas. On va aussi bâtir des rotations avions qui ne sont pas, je dirais, serrées au point que si vous prenez un retard de 5 minutes le matin, la rotation avion le propage le soir. On va avoir ce qu'on appelle des buffers. Donc on détend ça. Évidemment, c'est des investissements, puisque pour détendre les programmes de vol, on injecte des coques. Et un avion, ça a un petit coût. Vous l'avez dit, et je crois qu'effectivement, d'autres compagnies aériennes ont eu une année difficile l'an dernier et se sont beaucoup exprimées. On a entendu Lufthansa sur les coûts de compensation absolument énormes que ça générait et la défiance client que ça générait. On a rajouté des avions de réserve en long courrier, en moyen courrier. Aujourd'hui, à Air France, on a entre 7 et 8 avions de réserve tous les jours qui attendent un aléa pour, je dirais, remplacer ou l'avion qui est coincé parce qu'il y a un retard ou toute autre cause. On travaille sur toutes les directions sont mobilisées. On va travailler sur des parcours clients beaucoup plus fluides, sur nos infrastructures bagages, sur nos programmes de maintenance. Tous nos visites de maintenance, on les découpe en petites visites pour que ce soit beaucoup plus flexible s'il y a un aléa de le replacer. Donc vous voyez tout ce travail de fond, tous ces investissements extrêmement lourds, ils portent leurs fruits. Le fait d'en avoir vraiment fait une priorité par rapport à l'année 2018, on a gagné 20 points dans le classement mondial de la ponctualité, qui est édité par Flightstat, qui mesure l'arrivée à 14 minutes. C'est pas tout à fait la D0, mais c'est une autre mesure de la ponctualité. Et donc, on navigue entre la 6e et la 12e place. Donc, par rapport à votre question du début, ça va plutôt beaucoup mieux à Air France en termes de ponctualité. Là, on arrive à mi-juin en général. C'est le moment où le programme atteint son pic et où tout le monde retient son souffle en se disant, bon, est-ce qu'on va finalement continuer à bénéficier de tous ces plans, de tous ces investissements? Et donc, évidemment, on est un peu inquiet sur le fait que le contrôle aérien en 2018 a été un sujet majeur. Aujourd'hui, Maurice l'a dit, il y a des plans d'action qui consistent à contourner les goulets d'étranglement, les points de congestion qu'on connaît tous, Karlsruhe, Aix-Marseille, Reims ou encore Maastricht. Donc on fait des plans de vol qui contournent. Je dirais qu'évidemment, les compagnies suivent ces plans d'action. Ça a un coût, ces détournements. Alors, ça a un coût. C'est une solution structurelle qui n'est... quand un plan de vol est plus long, l'avion il arrive en retard au hub. C'est autant, encore une fois, de bagages, de correspondances qui sont mis en situation critique. C'est de la consommation de fluol en plus. C'est des émissions de CO2 en plus. Donc, à un moment où l'ensemble des acteurs de la compagnie sont totalement mobilisés dans un débat nourri autour de l'environnement pour, je dirais, réduire ces émissions de manière... Voilà, les pilotes vont essayer de travailler les routes les plus directes, on va mettre des moteurs électriques sur les engins de piste, voilà, tout le monde est totalement mobilisé sur ces sujets et on rallonge les plans de vol. Donc, ça peut être une solution conjoncturelle, évidemment, ça ne peut pas être une solution structurelle. Et même si je comprends complètement, techniquement, la difficulté à laquelle fait face le contrôle aérien, néanmoins, ces difficultés, on en connaît aussi dans les compagnies aériennes. Les formations pilotes sont compliquées, ça se planifie à long terme, et les décisions d'il y a 10 ans, on peut les payer, ou il y a 3-4 ans, on les paye encore. Voilà, donc il faut en permanence standardiser nos formations, essayer de les réduire, être au rendez-vous dans tous les corps de métier. Mais je dirais que finalement, le client final, nous, ce qu'il nous dit, c'est que la ponctualité, c'est un impératif absolu
Et donc, ce qu'on répercute finalement au contrôle aérien, c'est qu'on attend d'eux une mobilisation qui est aussi forte que celle que nous avons en interne. Et le client final, je vous passe la parole après, monsieur Georges, le client final ne sait pas toujours que le transport aérien est assez complexe. Le client final, tout ce qu'il voit, c'est est-ce que mon avion est à l'heure ou pas. Donc, en plus, si vous avez pris un retard sur le vol du matin qui s'est propagé en milieu d'après-midi, vous n'allez pas dire au client final « Ah oui, mais c'est parce qu'on a eu un créneau sur le vol de 7 heures. » Voilà. Donc, le client final, c'est la compagnie qui lui parle et la compagnie, elle intègre, je dirais, l'ensemble des problématiques internes, aéroportuaires, contrôle aérien. Et effectivement, le client final, il attend juste qu'on soit à l'heure. Je voudrais juste votre avis général, pas celui d'Air France. Personnellement, je trouve que lorsque je suis victime en tant que passager aérien d'un retard, je trouve que les explications ne sont pas au rendez-vous. Oui, c'est pas difficile de dire votre avion est en retard, parce que quand il a atterri, il a éclaté un pneu, et changer un pneu, ça ne se fait pas en 10 minutes. Donc ça prend du temps, il faut trouver un avion de réserve, etc. Donc il y a des explications et un message, une communication. C'est peut-être les passagers comprendraient mieux et seraient plus patients. Oui, il y a deux choses par rapport à votre remarque. Effectivement, c'est un chantier infini que d'améliorer l'explication sur les retards, améliorer avec, je dirais aujourd'hui, on a des apps, on a des chatbots, on investit énormément sur la gestion des aléas, parce que les aléas, on essaie de les supprimer au maximum. Quand il y en a un, il faut qu'on soit totalement présent auprès de nos clients, dans l'information et dans l'assistance. Et là aussi, les investissements sont colossaux. Après, vous avez pris un cas simple, je dirais, voilà, il y a une panne. On dit, en général, quand il y a une panne, on le dit à nos clients, on l'explique. Mais quand vous êtes dans un système de hub moyen courrier où vos avions vont finalement aller et venir, quand vous êtes sur un long courrier, que vous allez attendre un flux de 40 clients qui a été bloqué sur un moyen courrier parce que bloqué ou retardé parce que le vol a évité un point d'ATC qui est effectivement un goulet d'étranglement, on arrive à des notions qu'il est quand même un petit peu difficile d'expliquer à nos clients. Voyez, donc, on est une industrie complexe où tous les retards se propagent, tous les retards peuvent dérégler un hub et il est difficile d'avoir une information, je dirais, claire et compréhensible quand le système tient des règles. Donc ce qu'il faut, c'est que chacun investisse à la hauteur du problème pour qu'on puisse avoir ce type de mécanique de précision qui reste stable. Georges, enfin, je crois que ce qu'a dit Enriga est très important sur le système qui se dérègle. Je crois que le passager final, sa décision de prendre l'avion ou moins, elle repose sur 3 critères de qualité qui sont d'ailleurs les mêmes que les nôtres de manière opérationnelle, qui sont la sécurité, qui sont la ponctualité et qui sont l'environnement aussi. Et actuellement, un passager, et on le sent aujourd'hui, si l'avion, on trouve qu'il y a trop d'avions, on dit qu'est-ce que c'est, etc., et qu'on n'est plus si sûr que ce soit le meilleur mode de transport, s'il est en retard et si en plus il pollue, il y a de moins en moins envie de prendre l'avion. Or, ce qui est très important, et ça, je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites, c'est que ces 3 critères, sécurité, ponctualité et environnement, ils ne sont pas opposés les uns aux autres. Quand la machine marche bien, quand le système marche bien, on a un bon niveau de sécurité, on a même un excellent niveau de sécurité, on a un bon niveau de ponctualité et on fait les meilleures trajectoires au meilleur moment, donc on fait aussi un bon niveau d'environnement. Quand le système se dérègle, parce qu'on manque de capacité à tel endroit ou qu'on ne coopère pas assez, là, tout le monde commence à prendre des marges. Le contrôleur aérien prend des marges pour la sécurité, donc il prend moins d'avions. Les compagnies aériennes prennent des marges sur leurs horaires, ce qui coûte de l'argent. Et puis on prend des marges en contournement, ce qui consomme. Donc voilà, donc le système se dérègle dans son ensemble et il faut qu'on ne gaspille pas la capacité. Le but du jeu, ce n'est pas de produire, c'est de ne pas gaspiller cette capacité pour avoir le bon niveau de service sur ces 3 points. Et ça, je trouve qu'on a fait énormément de progrès il y a une dizaine d'années dans les aéroports. Mise en place des systèmes dits collaboratifs de type CDM. Et depuis, ça s'est beaucoup amélioré dans les aéroports, la qualité de service, parce qu'on a réussi à travailler beaucoup mieux ensemble, les aéroports, les compagnies aériennes, le contrôle aérien, et au sens large, et les compagnies aériennes, aussi bien côté opération que côté passager. Au niveau du réseau européen, au niveau de l'en-route, on n'en est pas à ce niveau de qualité. Et c'est là vraiment sur lequel il faut qu'on progresse. Actuellement, on gaspille de la capacité. Actuellement, les compagnies aériennes ne planifient pas les meilleurs vols.
on n'a pas dans le système actuel de gestion du trafic aérien des outils qui sont, même en matière digitale, qui sont au niveau minimum qu'on est en passe d'attendre. Il y a des systèmes aériens de contrôle aérien qui sont très très critiques pour la sécurité avec des grosses exigences d'assurance logicielle. Mais pour ce qui est de préparer les vols, je suis persuadé, j'ai l'impression, je le dis un peu à chaque forum, mais qu'on pourrait avoir des applications de type Google Maps ou Waze qui seraient rapidement développées et qui permettraient aux compagnies aériennes de planifier les meilleurs vols au bon moment, de ne pas gaspiller de capacité, avoir qu'il y ait un bon niveau de prédictivité, et avec ça, le système marcherait déjà bien, quoi. Donc, je pense qu'on a un peu d'effort à faire au niveau européen sur ce point. Les aéroports marchent bien, le système en route ne marche pas aussi bien que ce qu'il devrait. Quand vous dites « on », ce sont les Français ou ce sont les Européens? Le réseau européen, c'est l'Europe, hein, c'est l'ensemble. Hein. C'est Eurocontrol, les Français, les Allemands, les Anglais, les Italiens, les Espagnols, c'est nous tous, oui. Donc il y a matière à investissement. Il y a matière à investissement. Non seulement il y a matière à investissement, mais il y a investissement. Puisque qui semble insuffisant peut-être, non? Alors, est-ce qu'ils sont suffisants ou pas? Je ne sais pas. L'Europe a beaucoup investi dans le contrôle aérien, et notamment dans le cadre du programme César. Il y a plusieurs milliards qui ont été pris, qui ont été mis, alors je n'ai plus les chiffres en tête, mais ça se chiffre en milliards quand même, hein, sur une dizaine d'années. Cet argent a été investi beaucoup, et c'est bien, sur des systèmes très critiques. Il y en a besoin. Mais je pense qu'il faut aller encore plus loin en trouvant des solutions qui sont peut-être moins chères et qui sont tout aussi efficaces. Ça, peut-être qu'il faut aussi aller chercher des solutions ailleurs. L'aéronautique a une petite, à mon sens, mais j'ai peut-être tort, hein, je suis peut-être déjà dépassé comme vue, mais jusqu'à ces dernières années, j'ai l'impression que l'aéronautique tournait un peu en rond. Le secteur aéronautique, l'industrie aéronautique, les constructeurs aéronautiques, et on a besoin d'apports en matière d'innovation de gens qui ne viennent pas de l'aéronautique et qui amènent d'autres idées. Je dis que cette vision est peut-être un peu dépassée parce que quand on a vu tout à l'heure les solutions d'innovation qui ont été primées, il y en a certaines, on comprend bien qu'elles ne viennent pas forcément de l'aéronautique et qu'elles apportent beaucoup. Et ça, c'est vraiment, vraiment l'avenir. Je crois qu'il faut qu'on s'ouvre et qu'on trouve des solutions ailleurs, et comme ça, on ira mieux. Qu'est-ce que c'est que ce smart control du trafic aérien? Qu'est-ce que c'est que ce smart control du trafic aérien? C'est qui va avoir plus d'innovation? Je ne sais pas ce que c'est que le smart control du contrôle aérien, mais je sais en quoi on peut progresser. On peut progresser en ayant des systèmes de cœur de sécurité qui soient toujours plus performants, mais aussi en progressant beaucoup sur les systèmes périphériques, qui ne sont peut-être pas le plus critique en matière de cœur, mais qui apportent le plus de valeur. Et là, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Je pense qu'il faudra un peu de temps avant qu'on ait des systèmes de contrôle aérien avec intelligence artificielle, parce que notre grande difficulté à nous, c'est surtout d'avoir de l'assurance logicielle, et c'est un vrai enjeu pour le contrôle aérien. Par contre, ce dont je vous parlais, c'était la planification des vols, le Google Maps ou le Waze du contrôle aérien. Là, je pense qu'on pourrait mettre de l'intelligence artificielle assez facilement. C'est moins critique pour la sécurité parce que c'est des choses qu'on fait avant de décoller, et on peut apporter de la valeur très rapidement. Un autre élément, tout à l'heure, je vous ai parlé des contrôleurs aériens qu'on recrutait parce qu'on manque de contrôleurs aériens. C'est très long de former un contrôleur aérien. Ça fait entre 3 et 5 ans, suivant la critique, suivant comment vous le formez, où et quoi. Pour former les contrôleurs aériens, il faut des simulateurs. Des simulateurs de contrôle aérien. Je pense qu'on n'est pas allé au bout de ce qu'on pouvait faire en matière d'intelligence artificielle. On devrait avoir des outils qui permettent de systématiser. Voilà. Ça, il y a plein de secteurs d'innovation où on peut introduire de la digitalisation, pour parler vaguement, mais surtout des nouvelles technologies très précises, sans pour autant que ça soit compliqué et sans pour autant qu'il faille 5 ans pour le faire. Donc on pourrait abaisser la formation, le nombre d'années de formation. Pas l'abaisser, toujours au même niveau, mais l'accélérer. Monsieur Renard, qu'est-ce que vous en pensez? I think we're falling into the usual trap. So I think it's fine to talk about the French-specific issues, but from a European Airlines perspective, we're thinking broader than this. So there's the European market, European aviation market, the global market. The problem is that we start thinking again according to national structures. So we, of course, Des and I here today, we're in Paris. It's good to hear what the local problems are that have an impact on the European traffic. But we need to get rid of this silo thinking. We need to have much more collaborative approach
and not only on the technology side, because Maurice is right, a lot of has been rolled out in the context of César technologies. The only problem is that we see that they don't always work efficiently in the field, that they're not always interoperable, that a lot of money therefore is being wasted. But more important than technology, I think, is the people working together. It's the ANSPs, it's the air navigation service providers across Europe. How can they better collaborate? It's not only about France, it's not only about Germany. Yes, there are specific problems in the few countries because of bad management, an outsider would say. I mean, it's a very complex story, of course. I don't want to simplify the problem. But it's no use for us just to think about France or Germany. We need to really think about much more European, and we really need to push, and I see some movement where we really need to push the approach for a European collaborative approach, working together and thinking in traffic flows rather than from country to country. Because if we keep on thinking like this, really we'll be sitting here again next year and talk about exactly the same problems. So the mindset is not there yet. Whatever programs you may have at national level or at European level, technology-wise, you need to change the mindset of the air traffic controllers, the way these people work, the way these people think when they go to work, what their job is. Is it just to work a couple of hours per day, or is it actually to help move European traffic and international traffic, for that matter, help to move that forward? So there's a very important humane aspect, which is, of course, makes it very complex because we cannot grasp it and solve it like we invent a new technology. And that's, I think, a fundamental issue. Ça veut dire qu'éventuellement, on pourrait avoir, Monsieur Georges, vous me direz ce que vous en pensez, mais ce serait envisageable d'avoir, par exemple, des contrôleurs allemands ou italiens ou espagnols qui travaillent en France, et inversement? Well, that's a very good question. And so the answer is practically no, because of national regulations. There is the language barrier. But it should be possible with, in parallel, the right technology investment, it should be possible to exchange traffic controllers across Europe. Some countries don't have enough traffic controllers, but in some cases, some of the countries could spare traffic controllers. So then you're actually thinking about, liberalizing the air traffic control market. It is a possibility. I've talked to some of the ANSPs that actually say, well, this could actually be a possibility. Again, provided, the people get the proper training. Hopefully it wouldn't take 2 years, but could be one of the solutions. Have a pool across Europe of air traffic controllers if we cannot resolve the issue of hiring their own air traffic controllers in the short term. So I'm not inventing this. It's actually a possibility to do that. That doesn't mean that the ANSPs nationally should not take the responsibility and continue to work very hard to hire the right people in a continuum, because the challenge of, in some cases, of lack of air traffic controllers is not a new problem. We have seen this coming for many years. So let's be very clear. This is not something which is all of a sudden happening. It's been creeping up, and we'll continue to have it for a while. Non, c'est parfaitement possible. La réglementation européenne, depuis plus de 10 ans, a mis en place une licence de contrôle aérien européenne. Donc vous pouvez, avec votre licence de contrôle aérien européen, vous faire embaucher ailleurs en Europe. À la nuance, effectivement, de 2 choses. Effectivement, chaque pays a quand même, en général, un certain nombre de minimums linguistiques, mais avec des fluctuations. Il y a aussi des pays qui, c'est pas forcément la France d'ailleurs, mais il y a certains pays qui demandent d'avoir des contrôleurs nationaux parce qu'ils font aussi le contrôle aérien civil et militaire en même temps. Donc ça. Et sur le principe, il y a un règlement européen depuis plus de 10 ans qui permet d'avoir du recrutement en Europe. Mais ce qu'il faut voir, c'est que, d'abord, nous, on l'a fait en France, hein, on a mis des recrutements de contrôleurs aériens européens, sauf qu'on avait plein de gens, on avait des Belges et tout, qui étaient tout à fait ravis de candidater chez nous pour aller travailler dans le sud de la France ou à Tahiti. Quand on leur a dit qu'on manquait plus de contrôleurs aériens à Strasbourg ou à Cayenne, d'un seul coup, on a eu moins de candidats. Ça veut dire que bon, c'est pas la peine. Le deuxième point, c'est que ça a été une idée qui a été fortement soutenue en Europe il y a 10 ans, parce qu'en 10 ans, on pensait qu'il y avait trop de contrôleurs aériens en Europe. Et donc on s'est dit, grâce à la licence européenne, on va pouvoir prendre là où il y a trop de contrôleurs aériens et les faire travailler ailleurs. Sauf que maintenant, actuellement, où il manque de contrôleurs aériens, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de pays
ils recrutent des contrôleurs aériens. Notamment, ça se passe beaucoup en Europe centrale. En Europe centrale ou ex-Europe de l'Est, il y a beaucoup et il y a beaucoup de trafic, de plus en plus de trafic en Europe centrale. Et actuellement, il y a beaucoup de délais, de retards qui sont liés, des manques de capacité aussi en Europe centrale. Les contrôles aériens d'Europe centrale recrutent des contrôles aériens, les forment. Et puis dès qu'ils sont formés, en fait, il y a d'autres pays d'Europe de l'Ouest qui offrent de meilleurs salaires. Et donc en fait, voilà, s'il y a un déficit de contrôle, de nombre de contrôles aériens en Europe, c'est pas le fait d'avoir la possibilité de les recruter qui forcément résout les choses. Donc je pense que c'est un métier d'infrastructure. Il faut qu'elle soit plus réactive, cette infrastructure. C'est une infrastructure technique et humaine. Mais comme tout métier d'infrastructure, les cycles de réactivité ne sont pas les mêmes que dans d'autres points. Et le contrôle aérien, les cycles sont encore à 5-10 ans. C'est peut-être trop long, on peut gagner, on peut passer à 3 à 6 ans. Mais il faut qu'on ait quand même une stabilité parce qu'on attend aussi du contrôle aérien un certain niveau de résilience aux événements, résilience aux fluctuations de trafic, résilience à toutes sortes de choses. Et ça a un coût, mais à mon avis, le surcoût potentiel n'est pas énorme. Je vais dire quelque chose qui fait hurler chaque fois les compagnies aériennes. Il y a encore le coût du contrôle aérien en France, ça valait, pour une unité de contrôle, ça valait 70 € en 2015. Là, actuellement, on est à 59 €. Je suis parfaitement sûr, même si jamais les compagnies aériennes l'avont, que si je leur disais que je peux faire à 63, 64 €, zéro délai, elles seraient assez contentes. Donc voilà, il y a peut-être un petit surcoût de la résilience du système, mais je pense qu'il faut le faire. Ça ne veut pas dire gaspiller, ça veut dire savoir ce qu'on fait, mais ça veut dire ne pas se mettre dans des situations où on se retrouve avec des creux de capacité qu'on met 5 ans à résoudre. On a déjà eu cette situation il y a 20 ans. En 1999, les systèmes de modernisation technique étaient un peu en retard, mais surtout on manquait beaucoup de contrôleurs aériens en Europe. Il y a eu une grande crise, ce qui a d'ailleurs conduit la Commission européenne à lancer une nouvelle initiative qui était le ciel unique européen et qui allait tout résoudre. Le ciel unique européen a résolu beaucoup de choses, mais 20 ans après, on se retrouve un peu avec la même crise. Donc je pense qu'on a refait des erreurs qu'il ne faut plus refaire. Il faut avoir un système qui soit stable et qui soit résilient. Je reviens sur une remarque de Thomas qui disait la situation n'est pas nouvelle. La situation n'est pas nouvelle en Europe. Et pourtant, moi, ce qui me semble bizarre, c'est qu'on se retrouve, disons l'année dernière, on se retrouve avec une situation dramatique. Donc comment vous expliquez pourquoi rien n'a été fait? On a l'impression que rien n'a été fait. Pourtant, en vous écoutant, on a l'impression qu'il y a des choses qui ont été faites. Mais alors, c'est la croissance du trafic aérien qui est en cause. Il faut plafonner le nombre d'avions en Europe. C'est vrai que vous disiez on va faire bondir les compagnies aériennes, mais c'est vrai que quand j'entends ça me fait un peu bondir parce que déjà les sujets que j'entends là, on en entend parler et Maurice a dit lui-même, mais c'est vrai, c'est des sujets qui sont absolument pas nouveaux. La nécessité de moderniser, les retards de modernisation, le manque de contrôleurs aériens. Bon, je pense qu'on est un certain nombre ici qui sont un peu d'ancienneté dans l'aérien. Bon, on a l'impression d'avoir entendu ça depuis tout petit. Et donc, on est surpris, pardon Maurice, d'entendre qu'effectivement, on n'arrive pas à anticiper, parce que c'est aussi des sujets qu'on peut avoir en interne, hein, encore une fois, sur des formations de pilotes, sur des SI compliqués, etc. Après, je pense qu'effectivement, il faut peut-être avoir donné le coup de rein, hein, l'énergie pour soit aller chercher des systèmes un peu différents, soit raisonner différemment. Vous avez pris l'exemple du CDM. C'est vrai que quand on a vécu les débuts du CDM, où on a un peu aboli des silos, en tout cas mis ensemble l'aéroport, les compagnies et la DGAC sur l'optimisation des roulages, etc. On a vu une amélioration assez significative quand tout le monde s'est retroussé les manches et s'y est mis. Aujourd'hui, alors, je ne vais pas revenir sur le ciel unique, qui est évidemment une vieille idée, mais aujourd'hui, on organise le trafic aérien autour de frontières physiques terrestres. C'est vrai que ça paraît quand même une idée un peu démodée. Alors, il y a des choses qui sont faites, mais on ne dépasse pas finalement des façons de fonctionner qui sont un peu classiques. Et vu du point de vue, encore une fois, du client intermédiaire qui est la compagnie et du client final, on se dit que probablement, on ne prend pas les sujets
alors peut-être collectivement, mais on ne prend pas les sujets avec l'énergie et le niveau soit d'attention, soit de disruption, soit d'investissement, au choix, nécessaire par rapport à la problématique et par rapport à son poids dans la problématique globale des compagnies et comparer à ce que peuvent faire par ailleurs les compagnies pour répondre à ces problématiques de performance opérationnelle. Bien, je vous remercie. Est-ce qu'on a le temps pour une ou deux questions dans la salle? Non? Il y a juste une question. Mademoiselle. Merci. Bonjour et merci pour ce débat très intéressant. Alors, il y a quelques années, l'Allemagne avait augmenté le prix des taxes de survol de son territoire. Et du coup, ça avait encouragé les compagnies aériennes à contourner le territoire allemand, ce qui avait causé des congestions, notamment autour de la Belgique. Et donc, c'était vraiment un gros problème de contrôle aérien. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des espoirs d'uniformisation de ces taxes de survol sur le plan européen? D'abord, ce n'est pas des taxes, c'est des redevances. Ça peut paraître subtil, mais ça veut dire que ce n'est pas fixé comme un impôt par le Parlement, c'est un tarif qui est calculé en fonction du coût et du trafic. On divise le coût par le trafic, ça fait un prix. Donc c'est plus un prix, c'est un peu un prix de revient avec une marge, c'est un prix. Et effectivement, l'Allemagne était assez chère il y a quelques années, il y a 5 ou 6 ans, même très cher, voire même les plus chers en Europe. Et comme vous dites, ça a continué. Ils ont pris des mesures, et c'est pour ça que j'ai bien dit que ce n'était pas une taxe, mais un prix, ils ont pris des mesures qui consistaient à pratiquement pas recruter de contrôleurs pendant 5 ans. Actuellement, c'est eux qui ont le plus besoin de contrôleurs. Nous, en France, on recrute environ 100 contrôleurs par an, et je pense qu'il faudrait même qu'on en recrute un petit peu plus. Mais les Allemands, ils sont à 120, 140, voire 150 par an. Donc ils ont pris un retard énorme de ce point de vue-là. Donc effectivement, ils ont essayé, comment dirais-je, de réduire leurs tarifs pour éviter ces phénomènes de contournement. Mais ce faisant, je crois qu'ils ont fait une erreur qui n'était pas de définir le juste prix. C'est-à-dire que la congestion, finalement, ils l'ont fait chez eux. À court terme, ils ont peut-être fait de la congestion chez les autres, mais 3 ans après, ils se sont retrouvés dans une situation où le contrôle aérien en Allemagne est très très congestionné, et je crois que Lufthansa en souffre aussi pas mal. Et juste en complément, aujourd'hui, une compagnie, en tout cas, vue d'Air France, faire un contournement pour éviter une taxe, ça n'a aucun sens. Encore une fois, on a aujourd'hui tout le monde qui est motivé pour aller chercher les routes les plus directes, aller économiser la goutte de fuel, tout le monde regarde les émissions par rapport à la problématique d'avoir une empreinte environnementale la plus faible possible. Et donc aller calculer ce que générerait en termes de taxes aéronautiques tel parcours ou tel parcours, ça fait vraiment pas partie de la psychologie ni actuelle ni d'ailleurs un petit peu avant. Voilà, ça ne rentre pas dans le logiciel. Très bien, je vous remercie tous les trois pour ce débat effectivement passionnant.